Pardon. Puisqu'on a parlé d'immatériel, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus technique, de beaucoup plus sérieux, scientifique, puisque Gilles Moreau est un scientifique du CNRS de Montpellier. Il est intervenu ici en 2012. C'était sur le goût du vin. Et on lui a posé la question, est-ce qu'il peut expliquer ce qu'est le goût du vin, comment ça marche? Et en fait, d'abord, il a clairement répondu que le goût était un sens, mais que l'odorat n'était pas vraiment un sens unique, qu'il dépendait d'autres sens, dont le goût et la vue. Il nous a démontré par des analyses et des tests qui avaient été faits des choses complètement bouleversantes pour les dégustateurs professionnels. En gros, que le contexte a beaucoup plus d'importance que le test lui-même. Et cette année, il revient parce que la question de la valeur, c'est aussi celle, comme je disais en introduction, la valeur que l'on est prête à donner à un vin. Et donc la valeur qu'on est prête à donner, c'est tout cet environnement qui va influencer la valeur que l'on donne à quelque chose. Donc Gilles Moreau est aussi vigneron à Montpeyroux. Il ne pourra pas rester avec nous parce qu'il part immédiatement après, assez loin, je crois, j'ai compris. En Alsace. En Alsace, voilà, pour vendre son vin. Donc on profitera de sa présence là pour poser une question après l'intervention. C'est bon. Je retrouve la souris. On n'a plus de souris. On n'a plus de souris. Y a-t-il un chat dans la salle? On va peut-être changer l'ordi. On ne peut pas le faire sur la tablette? Je fais souvent ça. Hein. Tu veux le mien? Je te le mets sur le mien. Hein. Ah ben non, parce qu'il n'est pas branché. Bertrand, je peux le mettre là? Bien. Petit temps technique. Est-ce que, entre-temps, on pourrait, ma foi, poser la première question des étudiants? Du coup, en régie, il faut me répondre soit par Isabelle, soit par Bertrand. Allô? Oui, la question des étudiants sur la question de dégustation. Donc, je fais une petite introduction d'abord pour dire pourquoi on a ces questions des étudiants. Donc, cette année, avec Hervé Hanin, que tous les fidèles de l'université connaissent bien, on a choisi de préparer les questions sur la journée, les préparer avec des étudiants de Supagro, des étudiants, donc ingénieurs agro, à qui on a montré le programme, détaillé un peu le programme et demandé de réagir. Donc ils ont préparé les questions. Ces questions ont été enregistrées et elles vont être diffusées dans la journée pour eh bien, faire réagir les intervenants. Est-ce qu'on pose cette question, Bertrand, ou tu veux... Ah bon. Tu sais, prêt, on le fait après la présentation de Gilles, c'est plus logique? Oui, vas-y. Ah, c'est comme tu veux. Vas-y, Moi, non, je t'en prie, vas-y. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et effectivement, moi aussi, le temps va être un petit peu crucial. Donc, le titre qui m'a été proposé, en fait, c'est Nadine qui m'a proposé ce titre, c'est la valeur des sens, parce que j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur le sensoriel. Ma spécialité, c'était donc l'olfaction. Et aujourd'hui, je continue à travailler sur l'olfaction en imagerie fonctionnelle. Disons qu'aujourd'hui, le thème de la valeur des sens, ce titre me plaît bien parce c'est un titre à double sens, c'est-à-dire que sens peut être entendu de deux façons différentes, effectivement sens dans le sens sensoriel, mais aussi le sens des choses, c'est-à-dire le sens du vin, qui fait appel à une chose qui me plaît bien, c'est-à-dire la pensée magique qui va pouvoir donner du sens à quelque chose, c'est-à-dire ce qui vient de nous, contrairement au sensoriel, de ce qui vient de l'extérieur. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu une opposition entre ces deux choses-là,
ce qui est finalement extrinsèque, hein, tout ce que l'information que je vais pouvoir capter du monde extérieur à partir de mes capteurs, mes récepteurs sensoriels, et par contre tout ce que je suis capable moi de fournir à partir, en valeur intrinsèque que j'ai mémorisé au cours de toute ma vie, de ma connaissance du vin, de mes croyances du vin, de mes convictions, de tout ce que j'ai pu fonder sur le vin, mais qui m'appartient et qui va venir de moi, qui sera vraiment une donnée intrinsèque. Donc j'ai changé, j'espère que Nadine ne m'en voudra pas trop, un peu le titre, et je propose donc ce double titre, c'est la valeur des sens ou la valeur du sens. Hein, quand on parle de valeur du vin, qui est-ce qui l'emporte ? La présentation précédente, au cours de la présentation précédente, on vous propose 80% de ce que j'appelle moi la pensée magique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du vin et 20% de vin. Vous verrez que moi, la participation du vin lui-même, matière, s'approche plutôt de 0%. Alors ce que je veux dire, 0% dans la construction de la valeur du vin. Hein, le vin, ce n'est pas 0% de matière, bien évidemment. Je vous parle de la valeur du vin, construction de la valeur du vin. Alors pour commencer, je vais commencer par, pour qu'on parle tous à peu près de la même chose, vraiment d'une donnée très simple, c'est-à-dire une certaine définition, une définition comportementale de ce qu'est la perception, que je vous propose ici. Alors il y a une phrase très simple qui est très pratique aussi. La perception, c'est finalement une interaction entre un sujet et un objet dans un certain contexte. Là, en disant ça, on a pris tout l'univers et on n'a rien oublié. C'est-à-dire qu'on a le sujet, en cas de dégustation de vin, le sujet c'est le dégustateur, l'objet c'est le vin, et tout le reste c'est le contexte. Et ce contexte va avoir un effet sur le sujet et sur l'objet. Alors les effets du contexte sur l'objet sont assez faibles, c'est-à-dire en fait en laboratoire ils sont tout à fait contrôlables. Je pense par exemple à la température, à l'éclairage, à l'humidité. On ne déguste pas du tout de la même façon, par exemple, quand il fait une tramontane ou un vent marin, tout simplement parce qu'il y a dans l'air des particules d'eau qui vont faire que les molécules odorantes vont être plus solubles dans la partie aérienne et que, effectivement, les vins vont avoir des goûts un petit peu différents. Alors, vous avez ensuite une partie du contexte qui va agir sur le sujet. C'est par exemple l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous êtes avec des amis? Est-ce que, au contraire, vous êtes dans un concours en train de déguster et puis qu'on attend votre dégustation pour finalement vous juger? Est-ce que vous buvez du vin dans un gobelet en plastique ou dans un très beau verre? Tout ça, c'est du contexte qui va modifier la perception en modifiant le sujet. Voilà. Alors, il y a une autre partie du contexte qui est une interaction entre le sujet et ce fameux contexte, et qui va dépendre énormément du sujet, qui va varier d'un sujet à l'autre. Et c'est ça que j'appelle la pensée magique. C'est-à-dire que chaque personne a une connaissance, comme je disais, des croyances, des convictions sur le vin, et ce sont des effets contextuels, par exemple la vision d'une étiquette, la connaissance d'une réputation, le fait que j'ai lu certaines critiques sur le vin et qu'on m'indique que ce vin, justement, fait partie de ces critiques, que je sois convaincu que les vins nature, c'est vraiment bon pour la santé, que je sois convaincu de plein de choses qui peuvent exister. Des informations extérieures vont modifier en moi la perception que je vais avoir du vin si je sais que ce vin correspond à cette catégorie. C'est ce que j'appelle la pensée magique, c'est-à-dire tout ce que moi, je vais rajouter, ce que je vous ai dit, tout ce qui existe en moi et qui va être traduit sous forme intrinsèque et intervenir dans la perception. Alors, je vais donner d'abord quelques exemples et à la fin, je vais essayer de rentrer carrément dans le système nerveux. On va rentrer dans le cerveau, on va voir des images, de l'imagerie fonctionnelle et proposer, et peut-être essayer de vous convaincre que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes absolument naturels dont on peut trouver la source neurophysiologique. On ne parle pas d'influence, souvent on parle des buveurs d'étiquettes et des choses comme ça, des gens qui se laissent influencer, et vous verrez que ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça fonctionne comme ça. On trouve au niveau neurophysiologique l'explication de ces phénomènes. Pourquoi, quand je crois à quelque chose, le goût du vin va changer? Voilà, c'est le voyage que je vous propose. Donc on va commencer tout d'abord par répondre. Alors cette question, je pense que tout le monde va se la poser et personne n'arrivera à y répondre. Moi, plutôt que de demander qu'est-ce que c'est que la valeur du vin, ce que je propose ici comme question, c'est est-ce qu'il existe, en tant que scientifique, ça nous intéresse beaucoup, une valeur
quantitative de la valeur du vin. Voilà. Alors, il y a deux, peut-être que vous avez d'autres idées, mais en fouillant un petit peu partout autour de moi, qui est-ce qui quantifie la valeur du vin? Eh ben, principalement des gens qui dégustent et qui laissent leurs commentaires de dégustation, sous forme d'une note sur 10, sur 20, sur 100, des étoiles, ce que vous voulez. Et là, vous avez une valeur quantifiée de la valeur du vin qui a été dégusté. Voilà, ça c'est la première proposition. Et ça, je suis très très clair là-dessus, ça ne vaut rien. Ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. J'en ai largement parlé la dernière fois en 2012. Les commentaires de dégustation ont le problème de n'être absolument pas communicables. On a fait toute une analyse lexicale sur un grand nombre de dégustateurs et des dizaines de milliers de commentaires de dégustation. Et ce qu'on arrive à montrer, c'est que très très tôt, dans un commentaire de dégustation, après une séparation qui se fait entre la couleur des vins, la première chose qui intervient dans une formation prototypique des vins, la perception c'est toujours la formation de vins prototypiques qu'on a en tête, le premier mécanisme qui intervient pour séparer les vins chez un dégustateur, c'est un paramètre hédonique. J'aime, je n'aime pas. Et ça, on l'observe par analyse lexicale. Bon, j'ai largement parlé de ça la dernière fois, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Et dès que vous voyez apparaître un paramètre hédonique dans tout ce qui est sciences humaines, on fait très attention à ça, vous vous dites ça, c'est du subjectif. Le sujet n'est pas en train de parler de l'objet, le sujet est en train de parler de lui-même. C'est son expérience au cours de toute sa vie qui a fait qu'il s'est mis à aimer telle chose ou à ne pas aimer telle chose. Je prends toujours le même exemple. Si la cerise, ça vous évoque votre grand-mère qui faisait des bonnes confitures, ou si, par ailleurs, pour quelqu'un d'autre, la cerise, ça évoque un moment où vous êtes monté en haut d'un cerisier, que vous êtes tombé et que vous avez une triple fracture du fémur, c'est finalement... la cerise n'aura pas exactement les mêmes effets sur vous d'un point de vue hédonique, mais par contre, c'est votre expérience à vous. C'est pas celle du voisin. Chacun va accumuler au cours de toute sa vie des choses qui vont faire qu'il va aimer certaines choses et ne pas aimer autre chose. Et à partir du moment où ce paramètre intervient dans la construction qu'on fait, notamment dans un commentaire de dégustation en profil libre sur un vin, forcément, ça n'est pas communicable. Vous ne pouvez pas le communiquer à votre voisin. D'ailleurs, pour prouver ça, on a fait ça au laboratoire. Donc, on a demandé à un professionnel de vin de fournir la dégustation de 8 vins différents. On a pris ces commentaires et on a pris une soixantaine de personnes. Enfin, les personnes en question, c'était justement les étudiants du diplôme national d'œnologie à Montpellier. Et on leur a dit, écoutez, on vous met les vins en face de vous. Voici les commentaires. Réattribuez les commentaires sur les vins. Et on s'est rendu compte qu'on a eu à l'arrivée une redistribution au hasard. C'est-à-dire que ces commentaires, personne n'était capable de les réattribuer. Si vous faites des commentaires de vin, c'est intéressant, mais ils ne sont valables que pour vous. Ils ne sont pas valables pour votre voisin. Donc j'élimine la première qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et finalement, pour trouver vraiment un critère quantitatif pour noter la valeur du vin, je n'ai trouvé que le prix. Le prix, à partir du moment où on veut faire du quantitatif. On va voir qu'on peut rentrer dans le qualitatif aussi. Mais je ne vois pas une valeur qui reflète plus le prix du vin. Évidemment, le prix du vin, il est fixé généralement par le vigneron. Si vous décidez que votre vin il fait 3 000 € que vous n'en vendez pas, ça n'a aucun sens. Souvent, le vin aussi est sous-estimé par le vigneron. Il pourrait le vendre plus cher et le vendre aussi bien. Donc vous voyez, c'est une valeur approximative. Mais c'est la seule valeur dont on dispose quand on veut faire vraiment du quantitatif. Alors je vais rentrer dans une analyse qualitative de la valeur du vin. C'est une enquête qui a été faite en 2000 et malheureusement elle n'a pas été reproduite. Alors je peux pas, évidemment, ce que je vais vous dire changerait énormément 17 ans plus tard. C'est une enquête Onivin INRA sur le comportement de consommation du vin en France. C'est-à-dire que c'est une grosse enquête qui est faite sur un échantillon représentatif de la population française et chaque personne subit un entretien de 3 quarts d'heure. On vous pose des questions sur des données sociodémographiques, comportement de consommation et choses comme ça. En 1995, on avait eu l'idée d'ajouter à ce questionnaire qui est fait sous forme de questions fermées. C'est-à-dire que vous avez une question et puis des réponses qui sont proposées. Il suffit de mettre une croix dans une case. On avait proposé d'ajouter une question ouverte. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de parler librement du vin. Ils disaient ce qu'ils voulaient, ils pouvaient parler le temps qu'ils voulaient et dire tout ce qu'ils voulaient. Et il y avait une saisie de l'ensemble du discours de la personne.
Alors évidemment, ça a été fait en 95-2000 et on a arrêté par la suite parce que ça coûte très cher. C'est des instituts de sondage qui font ça, c'est-à-dire que le discours était enregistré, ensuite il y avait une saisie sur 4000 personnes, ça coûtait extrêmement cher. Malheureusement, ça a été arrêté en 2000, c'est pour ça que je vous propose uniquement ce qu'on a obtenu en 2000. Donc c'est moi qui me suis chargé de l'analyse du discours et j'ai utilisé pour ça un logiciel qui s'appelle Alceste, qui est un logiciel développé au CNRS, qui est un logiciel d'analyse lexicale, qui permet d'extraire un petit peu les référents du discours. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a réussi à savoir ce que les gens pensent du vin quand ils en parlent librement. Alors, voilà ce qu'on obtient en gros, c'est-à-dire qu'on est obligé toujours de faire une sorte de typologie. Le logiciel nous dit en gros, compte tenu du nombre de personnes que vous avez interviewées, il y a 9 classes possibles, 9 façons de penser le vin. Voilà. Alors, pour la première classe, je vous propose de devenir chercheur, et puis voilà, vous avez les résultats d'Alceste, et voilà ce que vous dit Alceste. Alceste, il vous dit, dans la première classe, voici les mots qui sont le plus employés par les gens de cette classe-là. Alors, vous trouvez... Alors, ils sont classés, je passe un peu vite, selon des valeurs de Ki2 d'association, qui est juste une valeur statistique, qui montre que, plus cette valeur est élevée, plus le mot est significatif de la classe. Voilà. Les termes sont repas, fête, famille, amis, entre, moment, réunion, bouteille, restaurant, convivial, bonne, détente, avec, aller, occasion, etc., etc. Voilà. Ce qu'on voit dans cette classe, c'est que le vin ici, il y a une idée essentielle, c'est le moment, l'occasion, que vous retrouvez, repas, fête, réunion, restaurant, occasion, jour. Voilà. C'est-à-dire que finalement, pour ces gens-là, le vin, ça se boit à une occasion, à un moment donné, et ça se boit avec des amis, avec la famille. Alors ce qui est intéressant également, ce que va vous dire Alceste ensuite par la suite, c'est de quoi ces gens ne parlent pas. Or ces gens ne parlent pas de raisin, d'alcool, de vin, du goût. En fait, le vin ne les intéresse absolument pas. Et là, on découvre que dans cette catégorie, le vin n'est qu'une idée, ça n'est pas un objet. Voilà. Alors on peut, à partir des mots les plus significatifs, aller rechercher dans le texte les phrases les plus significatives données par ces personnes. Et on voit, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, convivialité, fête, repas de famille, etc. Enfin, si je vous laisse lire ça, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune référence au vin lui-même. Le vin objet n'existe pas. Il n'a pas de goût, on n'en parle pas, on ne sait pas ce que c'est. Le vin, vous en parlez librement, mais finalement, à la fin, ça ne devient qu'une idée. Absolument qu'une idée. Donc, cette catégorie représente 16,7% de la population. Et bon, c'est des gens qui ont une attitude positive vis-à-vis du vin et qui déclarent eux-mêmes en boire assez peu. Alors, je vous fais un résumé de toutes les classes qu'on trouve ici. Et je vais essayer d'aller assez vite. Vous voyez la première classe, donc celle qu'on vient de voir, la convivialité, qui ressemble énormément à la classe 3 et à la classe 9. Le plaisir, le repas. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dans le plaisir, c'est le moment de détente. D'ailleurs, c'est un mot qui est fortement associé à cette classe. Des gens, quand ils ont besoin d'une détente, ce qu'ils aiment, c'est ouvrir une bouteille. Il faut que la bouteille soit là. Et dans ce cas-là, ils ont un plaisir à passer un moment. Ils oublient un petit peu les autres. C'est la grande différence avec la classe 1, qui est celle de la convivialité. Le repas, c'est pareil. C'est exactement les mêmes. On aurait pu presque mettre ces 3 classes en même temps. Là, c'est des gens qui passent un bon repas, mais qui ne parlent pas effectivement des gens qu'ils ont en face d'eux. Ensuite, il y a une classe tout à fait spéciale, la classe 2, dans laquelle vin égale alcool égale danger ou interdit. Là, c'est simple, le vin, pour ces gens-là, c'est de l'alcool, donc ça entraîne des divorces, ça entraîne des accidents de la route, ça entraîne des maladies, et soit c'est interdit par la religion. Donc ces gens-là, effectivement, ne goûtent pas le vin, consommation absolument zéro, le goût du vin n'intervient pas ici. 2 classes dont il faut parler parce qu'elles existent, 4 et 5, ça c'est des jeunes. C'est des classes 18-24 ans et 25-34 ans qui n'ont aucune connaissance du vin. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas d'a priori pour, pas d'a priori contre. Ça ne les intéresse pas. Et quand on leur parle du vin, qu'on leur demande d'en parler, ils sortent les mots qui leur passent par la tête. Dans un cas, c'est raisin, de bouteille, vin, enfin tout ce qui passe. C'est vraiment des classes strictement sans intérêt. Et là, évidemment, le goût du vin n'existe pas. Classes 7 et 8 sont beaucoup plus intéressantes. Classe 7, c'est majoritairement des femmes qui aiment le vin, qui ont une attitude positive vis-à-vis du vin, qui en boivent assez peu,
Mais quand vous leur parlez du vin et qu'elles parlent librement du vin, alors là, c'est l'aspect bucolique. C'est les vendanges, c'est la campagne, c'est exactement cet aspect-là, la nature. La classe 8, là, ce sont principalement des hommes, et des hommes pour qui, et on revient un petit peu à ce qui a été dit précédemment, le vin, c'est le porte-drapeau de la France. Là, vous trouvez le gastronomie, le fromage, la France. Les vins français, c'est bon. D'ailleurs, les vins étrangers, c'est pas bon. Il y a une petite partie de xénophobie là-dedans. Voilà la classe. Voilà ces classes-là. Donc, on a fait toutes les classes, sauf celles que je comprends que ça soit écrit en anglais, mais tu vas nous faire une petite traduction. J'ai fait exprès. Non, j'ai fait exprès. Oui, Style de vie français, c'est le seul truc que je marque en anglais. C'est ça. Ça faisait plaisir de l'écrire en anglais, celui-là, par contre. Donc, classe 6. Classe 6, donc c'est là qu'on a le goût du vin. Et uniquement là, c'est-à-dire que c'est un petit peu la conclusion de ce que je veux dire, quand on essaye de trouver la valeur du vin en laissant tout simplement parler les gens pour voir qu'est-ce que c'est pour eux que le vin, finalement c'est une idée tout le temps, sauf dans la classe 6. Alors dans la classe 6, il y a 2 sous-classes. Il y a des gens qui vous disent, ben voilà, moi je ne bois pas le vin parce que je n'aime pas ça, je l'ai goûté. Là, ils vous parlent du goût. C'est des gens généralement qui boivent de l'alcool, de la bière, de la vodka. Ils n'ont absolument rien contre le vin, mais quand ils le goûtent, ils n'aiment pas ça. Et donc là, ça correspond à 4,5% de la population. Et vous avez ce petit reste, 6,4% de la population, qui va vous dire, oui, j'aime ça parce que j'aime le goût. Et qui vous parle du vin. Alors, toutefois, à nuancer, parce que les mots les plus significatifs qu'on trouve là-dedans, associés au j'aime et au goût, c'est naturel et santé. C'est-à-dire que très souvent, les gens disent, oui, moi j'aime ça, j'aime le goût, c'est bon pour la santé. Bon, déjà, là, en plus, vous voyez que même dans ceux qui parlent du goût, il y a une notion de pensée magique. Donc, des gens qui sont capables de parler du vin en vous disant bah, « moi j'aime ça parce que ça a bon goût, parce que ça me plaît quand je le bois », finalement, vous voyez qu'il y en a très très peu. Alors, je dis que ça s'est fait en 2000, je ne pense pas que ça aurait beaucoup changé sur cet aspect-là en 2017. C'est pas l'apparition d'Internet qui, je pense, changerait grand-chose, c'est-à-dire que ça resterait encore une idée. L'apparition des vins nature qui s'est fait depuis, je pense, au contraire, même accentuerait ce côté-là. Le vin nature, c'est qu'on n'aime pas, peu importe, entièrement basé sur de la pensée magique. Il n'y a pas de sulfite, donc ça n'est pas mauvais pour la santé, donc je peux en boire. Donc ça, c'est vraiment de la pensée magique. Après, on a le droit d'aimer, de pas aimer. C'est pas ici un jugement que je fais, mais à l'origine, le vin nature a explosé pour une notion de pensée magique. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Désolé, je vais un petit peu vite. On revient à notre schéma de contexte. Pour donner un petit exemple que j'avais donné la dernière fois quand j'étais venu sur le contexte, j'en avais déjà parlé, mais quelque chose m'avait échappé, c'est-à-dire un article qui est sorti, qui reprend pratiquement cette expérience, qui n'en parle pas d'ailleurs, mais sous l'angle de la neurophysiologie. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc la manip, là, je la résume très très vite. On avait proposé donc à 57 personnes de déguster le même vin, en fait, mais ça, ils ne le savaient pas, sous forme de 2 bouteilles différentes, avec des étiquettes, des présentations, surtout une réputation différente. L'un était un vin de table, pour pas le nommer, c'était le Vieux Pape, donc un vin qui n'est pas considéré comme un grand vin, voire même tout simplement comme un vin par pas mal d'amateurs. Et l'autre, c'était donc un Château Latour, et on était à Bordeaux, donc premier grand cru classé, qui avait été mis en bouteille au domaine. On avait vraiment une bouteille absolument parfaite. Et donc, on avait proposé à une semaine d'intervalle ce vin aux mêmes personnes. Alors, j'ai placé par ordre croissant les notes obtenues pour le vin de table. Et vous avez au-dessus, donc, les petits ronds, c'est les notes obtenues pour le même vin par le grand cru classé, donc le Château Latour, par les mêmes personnes. Alors, il y a 5 personnes qui nous ont clairement dit dans les commentaires, on ne croit pas du tout à votre manip. C'est les 5 seuls qui ont noté le grand cru classé en dessous du vin de table. Tous ceux qui ont cru à l'expérience l'ont classé de façon supérieure. Et des fois, vous voyez, par exemple, le premier, c'est 4,14. Plus loin, vous avez un 5,17. Vous pouvez avoir plus de 10 points d'écart entre les vins uniquement sur l'étiquette. Il s'agit du même vin. Voilà. Donc là, l'importance, la valeur du vin, ici faite en notation personnelle, est extrêmement importante, malgré la dégustation des vins. Alors voilà la manip dont je n'avais pas parlé la dernière fois et que je trouve très intéressante. Il existe ici, au niveau du cortex orbitofrontal central, une zone qui s'active quand on a du plaisir. Il ne faut pas l'activer pour avoir du plaisir, elle est seulement le témoin du plaisir que l'on ressent.
C'est-à-dire qu'en IRM fonctionnel, on peut très bien se focaliser à cet endroit et regarder l'intensité d'activation qu'il y a à cet endroit, et on devine le plaisir que vous êtes en train de ressentir. Donc ici, les gens font une expérience, ils ont comparé deux vins, un vin à $10 et un vin à $90. Donc c'est une étude américaine. Et donc ils ont annoncé à la personne qui était dedans, et vous voyez en bleu, alors bon, c'est mesuré, ça s'appelle du percentage change, faites pas attention à ça, c'est simplement l'intensité de l'activation de cet endroit. C'est-à-dire c'est l'intensité du plaisir que vous pouvez lire. Vous voyez d'ailleurs que pour le tracé bleu, l'intensité devient négative. C'est-à-dire que la personne prend un plaisir très, très moyen, très mesuré. Par contre, vous voyez que en vert, vous avez le vin à 90 degrés, à 90, pardon, à 80, oui. Un sacré plaisir là au niveau de l'hypothalamus, c'est sûr. Et le vin à $90 produit largement plus de plaisir que le premier vin. Alors évidemment, quand je vous dis que ça ressemble à la manip qu'on a faite, c'est-à-dire que la personne n'était pas informée qu'il s'agissait en fait du même vin. La seule information de différence entre les vins était le prix qui était annoncé. Voilà. Donc vendez du vin plus cher, vous procurez plus de plaisir aux consommateurs. Alors ça, est-ce qu'on n'étudie pas là la force de conviction du scientifique qui les met en situation ? Oui, alors ça, bon, là on revient effectivement. Tout dépend de la personne qui va effectivement proposer ça. Et il faut que la personne qui est en face croie ce qu'on lui dit. Bien sûr, ça c'est la première chose. Mais ça, c'est toutes les sciences cognitives sont comme ça. Hein, on passe notre temps à tromper les gens. S'ils y croient pas, ça rate. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure les 5 personnes qui n'ont pas cru à l'expérience nous l'ont dit et ont noté dans l'autre sens, exactement. Alors là, je parle d'une manip qui a été faite dans les années, dans les années 90, qui a été publiée seulement en 2004, qui a été faite à Massy-Palaiseau. Et ça a été fait d'ailleurs au cours d'un colloque scientifique. Il y a des gens qui étaient amateurs de vin et ils ont été saisis, un petit peu mis de côté. Et on leur a proposé de participer à une vente aux enchères expérimentale. On leur a proposé d'acheter 4 vins différents. Donc, comme vous voyez, c'est des vins qui parlent, en tout cas à tout amateur de vin, pas la peine d'être un grand spécialiste. Hein, vous avez un Beaune premier cru, vous avez un Nuit Saint-Georges, vous avez un Grand Cru Saint-Émilion et vous avez un Saint-Estèphe. Donc déjà, c'est des noms qui résonnent. Les gens connaissent à peu près le prix de ces vins-là. À l'époque, c'est des bouteilles qui se vendaient aux alentours de 100 francs la bouteille, entre 80 et 120 francs. Et ce qu'on a proposé à ces gens-là, c'est de s'organiser. Il y avait à peu près entre 10 et 20 personnes dans chaque salle, dans 3 salles différentes. Dans la première salle, on proposait à ces gens-là la bouteille, c'est-à-dire qu'on leur donnait les étiquettes, ils pouvaient lire les étiquettes autant qu'ils voulaient et donc faire appel à leurs connaissances. Dans la deuxième salle, on leur fournissait effectivement les informations, c'est-à-dire les étiquettes, mais en plus, ils avaient le droit de déguster les vins. Et dans la troisième salle, les pauvres, ils ne pouvaient que déguster les vins. Et donc, le résultat a été assez simple, c'est-à-dire que dans les 2 premières salles, où ils avaient, dans les 2 cas, accès aux étiquettes, il n'y a pas eu de différence significative, c'est-à-dire que la dégustation n'a pas changé le résultat. Et les vins se sont vendus entre 80 et 100 francs. C'était effectivement les prix que valaient ces vins et qui étaient connus des gens qui étaient dans la salle. Alors, je note que c'était une vente expérimentale scientifique, c'est-à-dire qu'on demandait à chaque personne son prix de réserve. Et ensuite, on regardait les prix de réserve et c'est celui qui avait le plus haut qui l'emportait. Ça permettait donc de faire des statistiques et d'avoir le prix de chaque personne, alors que dans une vente aux enchères classique, vous avez juste le prix de vente de la bouteille, donc un seul chiffre. Et dans la troisième salle, eh bien, les vins se sont vendus entre 5 et 10 francs. Voilà. Mais, enfin, on en a parlé avec Nadine, et je proposais, enfin vous riez, là peut-être que vous auriez moins ri, de faire l'expérience ici, c'est-à-dire d'ouvrir 4 bouteilles, de demander à les gens de la salle de venir déguster, nous dire le prix des bouteilles. On se serait bien sûr amusé à mettre une bouteille à 300 € ou quelque chose comme ça. Je peux vous garantir que dans tous les cas ça marche. Personne n'est capable de donner le prix d'une bouteille uniquement sur la dégustation. D'ailleurs, j'en veux pour preuve une phrase de... Ouais, la phrase suivante, qu'est-ce qu'il y a ? Oula ! Une phrase d'Émile Pénaud qui disait la dégustation des grands vins est décevante. Donc Émile Pénaud, qui est on va dire le père de l'œnologie moderne. À l'aveugle. À l'aveugle, oui, bien sûr, à l'aveugle, pardon. La dégustation des grands crus à l'aveugle est décevante, oui, bien sûr. Il disait même pas qu'elle était souvent décevante, il disait qu'elle était décevante. Alors, bon, je vais aller très vite. Malheureusement, je suis obligé de passer un passage qui était vraiment très intéressant.
Combien il reste? On a fait déjà 30 minutes. 30 minutes? Ah bah si tu... Ah ouais, d'accord. Non mais l'ordinateur était en panne. Donc, première chose vraiment très rapide, quand vous avez un contact avec, au niveau sensoriel, par exemple, quand vous avez un contact avec le vin, la première chose que vous faites, c'est de transformer donc un signal extérieur en un signal nerveux. Hein, c'est ce qui est marqué ici. Ce signal nerveux, de toute façon, il est le même dans tout le système nerveux, c'est-à-dire c'est un potentiel d'action et des diffusions de neuromédiateurs, peu importe. Alors, je vous mets la forme, c'est pas du tout pour vous expliquer, pour détailler, j'ai trouvé que ça sur Internet, c'est pour ça que j'ai pris ce signal. Mais quand vous allez chercher une idée en mémoire, vous faites circuler dans votre corps des potentiels d'action qui ont exactement la même forme. Ce que je veux dire, c'est que ce soit une information sensorielle ou une information idéale qui viennent de vous, elles ont la même forme, elles vont pouvoir interagir entre elles. Il n'est pas du tout aberrant de penser que quelque chose qui vient de votre esprit va modifier une information qui vient de l'extérieur par les voies sensorielles. Et alors, c'est surtout là que j'aimerais avoir un petit peu de temps, on va dire 1 ou 2 minutes, vous avez ici à gauche ce qu'on obtient en imagerie fonctionnelle, en IRM fonctionnelle, quand on demande à une personne de regarder une image. Alors cette image, elle est parfaite, d'ailleurs c'est moi qui l'ai faite, elle vient du laboratoire. On a demandé à 60 personnes d'ouvrir les yeux et de fermer les yeux. Voyez, et on regarde ce qui se passe quand ils ouvrent les yeux. Et on voit une activation parfaite de tout le cortex visuel. Hein, vous avez même les 2 petits points, là, c'est ce qu'on appelle les noyaux. Le premier relais visuel, c'est le noyau géniculé latéraux. Et ensuite, derrière cette grande bande jaune que vous avez, c'est tout le cortex visuel qui est localisé à l'arrière du cerveau, au niveau occipital, à cet endroit-là. Ce que vous avez à droite, c'est ce qui se passe quand on demande à une personne de fermer les yeux et de créer une image visuelle mentale. Voilà. Et ce qu'on observe, c'est que quand vous fermez les yeux, que tout le monde peut le faire, hein, c'est sur l'écran noir de mes nuits blanches, je me fais du cinéma, c'est exactement ce qui est en train de se faire cette personne. Voilà, créer cette image va produire un signal qui est tout à fait comparable, c'est-à-dire que vous avez une activation des cortex visuels primaires quand vous créez une image. Vous n'avez pas de stimulus, vous avez les yeux fermés et pourtant vous recréez ça. Alors, ce type d'expérience, c'est-à-dire création d'images mentales, a été réalisé également en auditif, en olfactif et en gustatif. En olfactif, ça a été fait d'ailleurs au CNRS à Lyon par un chercheur qui s'appelle Mustapha Ben Safi, qui a écrit un grand nombre d'articles de très très haut niveau là-dessus. Il est allé très loin et il montre qu'effectivement, il a des sujets, il leur fait créer mentalement des odeurs de café, des odeurs de chocolat, même des odeurs désagréables, et il observe par imagerie fonctionnelle qu'est-ce qui se passe au niveau des cortex primaires. Et il observe exactement la même chose, c'est-à-dire que quand vous imaginez, c'est-à-dire que par la pensée, vous allez créer une odeur, vous allez recréer exactement ce qui se passe que dans la situation où vous sentez effectivement une odeur. Donc juste pour conclure, je suis désolé, je suis vraiment très très long, mais je ne pensais pas m'être retardé comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez imaginer par exemple un vin que vous connaissez parce que vous savez que c'est un grand cru, parce que vous avez des informations qui vous concernent et qui vous plaisent, vous allez être capable de créer dans votre cerveau une représentation sensorielle qui va pouvoir modifier la sensation réelle de ce que vous êtes en train de boire, voire se substituer à elle. C'est-à-dire que, du point de vue de la neurophysiologie, il y a une réalité derrière ça. Si vous avez en tête des idées, on va se rendre compte que vous avez créé cette image de ce que vous avez envie de goûter, ce que vous avez envie de trouver. Vous voyez, ici, l'intention vaut l'action. Hein, vous imaginez quelque chose, vous avez envie de quelque chose, et bien effectivement, la neurophysiologie vous montre, quand vous pensez à quelque chose, vous êtes capable de créer cette image, mais au départ de tout le système sensoriel, dans les cortex primaires. Après, vous allez pouvoir avoir des traitements au niveau des cortex secondaires et des traitements supérieurs. Voilà ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout aberrant. Ce qu'on appelle une influence, finalement, a une réalité physiologique. On est tous capables, effectivement, de créer des choses qui vont avoir un effet réel et qui correspondent à une réalité matérielle. Voilà, désolé, vraiment, je reprends une phrase de Frédéric Brochet, que Frédéric Brochet avait dite en 2000 et qui résume bien ce que je viens de dire. Et à l'époque, on travaillait justement sur la pensée magique à Bordeaux.
Merci. Merci. Tu restes avec nous. Bon, c'est bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là, en fait. On peut sortir. Sauf que on a l'impression que ce qui compte dans l'univers du vin, c'est la force de conviction, soit de celui qui sert le vin, soit du contexte. Mais malgré tout, on va passer la question des étudiants que j'annonçais tout à l'heure. Oui, c'est la question dégustation, très rapide, et s'il te plaît, une réponse rapide après. On les écoute. Alors moi, je vais vous poser 3 questions. Faut-il vraiment déguster une bouteille pour percevoir sa valeur? Quelle valeur additionnelle apporte la dégustation? Et finalement, que retiendra-t-on après avoir dégusté une bouteille? Je crois que j'ai largement répondu. Hein. C'est pour les deux premières questions. En ce qui concerne la valeur du vin, pour moi, c'est 0. C'est-à-dire qu'on le voit bien. C'est-à-dire que les gens disent 5-10 francs quand ils le dégustent. Ils pourraient dire 0, c'est pareil. Ils n'osent pas dire 0, mais ils sont incapables de donner la moindre valeur du vin sans une certaine connaissance. Le vin peut... je parle effectivement des vins qui se veulent vins de qualité. Après, voilà, on peut aussi juger de la valeur d'un vin. Il n'y a pas d'autres vins dans le Languedoc, de toute façon, depuis déjà bien longtemps. Donc, ça, c'est... On va dire ça. Bien. Voilà. Merci pour cette intervention technique, scientifique, passionnante, et qui nous donnera un bon moyen de passer ensuite à la communication et au marketing. À bientôt, dans 3 ans, c'est ça, hein? Non, 5 ans, dans 5 ans.